Bonjour à tous et bienvenue à la 14e édition du World Forum, le Forum mondial pour une économie responsable. Je suis Joséphine Largy, chef de projet RSE chez Réseau Alliance, et je suis ravie d'animer cet atelier pour traiter des vertus de l'économie circulaire, à savoir créer de la valeur économique sans puiser pour autant dans l'environnement, sans épuiser l'environnement, excusez-moi. Je suis en compagnie de Anaïs Lehambre de chez CVP Packaging pour en parler, également Thierry Grandperrin de chez VEPA France et Nathan Douillard de chez La Virgule. Alors pourquoi aujourd'hui on parle de l'économie circulaire? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui notre économie repose encore très majoritairement sur un modèle linéaire, à savoir extraire les matières, fabriquer, consommer et jeter, et donc polluer. Ce modèle présente deux limites. D'une part, la surconsommation des ressources disponibles, qui sont pourtant pas inépuisables du tout. Et d'autre part, la croissance exponentielle des déchets que cela engendre et qui finissent en décharge, incinérés ou dans le pire dans la nature. Et en découle le dérèglement climatique et l'asphyxie de la biodiversité. Donc aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas continuer dans un tel système, qu'on ne peut pas imaginer un futur raisonnable sur ce modèle. Et il nous faut une alternative. Et c'est à ce moment-là qu'intervient l'économie circulaire qui va nous proposer un changement de paradigme. Donc l'économie circulaire qui est un modèle inspiré de la nature, qui limite à la fois l'exploitation des ressources, mais également la production de déchets. Il se base sur l'éco-conception, sur la consommation responsable, sur l'allongement de la vie du produit, sur le tri et le recyclage. Une petite définition de l'ADEME, qui définit l'économie circulaire comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie du produit, donc que ce soit un bien ou un service, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. Partout dans le monde, des entreprises nous démontrent aujourd'hui qu'il est possible de se développer tout en préservant notre environnement grâce à ce modèle d'économie circulaire. Et aujourd'hui, je suis avec donc 3 entreprises qui nous le démontrent également. Et alors, ces entreprises, elles ont bousculé nos modes de consommation grâce à leurs solutions durables et innovantes. Et elles sont basées sur l'économie circulaire, donc pour réaliser de la bagagerie pour La Virgule, des solutions de papier hygiénique pour VEPA France et des solutions de packaging pour CVP Packaging. Petite précision avant de les laisser prendre la parole, 2 de ces entreprises sont aujourd'hui candidates au trophée de l'économie responsable. Vous pouvez toujours aller voter. Et si vous avez des questions durant ces entretiens, vous pouvez les poser. Nous, on y répondra durant les 30 dernières minutes de la session. Donc, n'hésitez pas. Donc, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter et de présenter votre activité. Allez-y. Bonjour à tous et merci. Bonjour à tous ceux derrière la petite boîte. Je vous présente aujourd'hui La Virgule. La Virgule, on est une marque lilloise de bagagerie upcyclée. On fait des sacs à dos et des sacoches vélo à partir de déchets. Donc, par exemple, le besoin auquel on répond, c'est un besoin de dire une tente, un kayak quand vous l'utilisez. En fin de vie, quand justement ce kayak n'est plus utilisable, il part à la poubelle. Donc, c'est-à-dire qu'il est soit incinéré, soit enfoui. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, l'incinération, etc. Mais c'est bien une réalité pour les produits sportifs, c'est qu'il n'y a pas de filière de recyclage. Nous, en tant que sportifs et amoureux de la nature, ça nous pose un problème et donc du coup, on récupère ces matériaux-là et en fait, ça devient nos matières premières pour produire ces sacs à dos et ces sacoches. Voilà. Alors, je prends la relève. Anaïs Lehambre de la société CVP Packaging. Nous, on est basé à Vambrochy. Notre métier, c'est d'apporter des solutions anticipatrices et quotidiennes dans le domaine du packaging pour les marchés de la beauté, la santé, l'alimentaire et la chimie.
Nous, on a une démarche qui est tournée sur l'éco-conception depuis pas mal de temps, qui fait partie effectivement de notre ADN et de notre mission, on va dire, chez CVP, parce qu'on a un leitmotiv aussi, c'est de se dire qu'on a tous un impact et on est tous co-acteurs de l'état de la planète à laisser à nos enfants. Donc on doit agir et plutôt que se dire que c'est aux autres de le faire, à nous de trouver des solutions innovantes qui peuvent être un peu, qui sont différentes, qui demandent, on verra un peu plus tard, mais beaucoup de pédagogie et un peu de temps pour pouvoir les mettre en place, mais qui sont vachement plus intéressantes et intellectuellement parlant, je veux dire, et beaucoup plus challengeantes. Donc on est 26, c'est CVP qui n'est pas candidat, mais qui a été lauréat il y a quelques années sur les trophées de la RSE, et ravi d'être autour de VEPA et de la virgule. Bonjour, donc je vais commencer par me présenter. Donc Thierry Grandperrin, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la supply chain et le développement commercial, aussi bien dans la grande distribution, la vente à distance et la distribution spécialisée. J'ai la chance chez VEPA depuis plus d'1 an maintenant d'animer et d'accompagner les équipes supply chain, commerciale, service client et marketing. Qui nous sommes ? Donc VEPA est une société familiale allemande créée en 1948 et dirigée actuellement par Martin Krengel, qui est le fils du fondateur et actuellement notre PDG du groupe. VEPA, c'est 13 sites de production, dont 3 en France, 2 dans les Hauts-de-France, une sur Bousbecq, donc juste au nord de Lille, et une sur Château-Thierry, la 3e étant basée sur Troyes. Nous sommes fournisseurs des principales enseignes de grande distribution. Nous sommes spécialistes dans le private label, donc dans la marque distributeur, la marque à l'enseigne, pour des produits que vous connaissez tous, le papier toilette, l'essuie-tout et les mouchoirs, des produits que j'appellerai par la suite produits sanitaires. Nous proposons une offre complète, de la pure ouate de cellulose aux produits 100% écologiques et du premier prix aux produits premium. Très bien, merci. Tout d'abord, Anaïs et Thierry, peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité rendre votre modèle d'affaires plus résilient en rentrant dans une logique d'économie circulaire ? Je commence ? Je t'en prie. Tu es bien aimable. Non, alors nous, ça fait pas mal de temps qu'on est dans cette démarche-là. Ça a démarré depuis 2002. Donc, tout ce qui se passe, on est dans le packaging plastique et on entend beaucoup parler du plastic bashing actuellement. Et pour nous, c'est une vraie force. Pourquoi ? Parce que c'est 2002, ça fait déjà un bail. On ne met sur le marché que des produits qui ont une ou plusieurs solutions de valorisation en fin de vie. On travaille beaucoup en pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on part de la fin de vie du produit et on va remonter les étapes sur le cycle de production et son extraction de matières premières. Donc c'était une étape importante. À ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on se différencie, parce qu'on avait aussi de la concurrence qui venait des pays asiatiques. Et on s'est dit, l'impact transport, ça doit être le plus important, et on va le prouver en calculant l'empreinte carbone unitaire de chaque produit qu'on va mettre sur le marché. C'est avéré que ça a un impact, mais ce n'est pas le plus gros impact dans notre produit. Je ne vais pas m'aventurer sur les autres produits, mais c'était plutôt la partie extraction, c'est-à-dire transformation de la matière première, d'où elle vient. Le plastique, c'est à base de pétrole, comme on le sait, et donc on s'est dit, et la fin de vie, comment on va recycler ces produits-là ? Donc on s'est dit, à partir de 2010, tiens, on va essayer de trouver des alternatives au niveau des entrants et des sortants pour être plus vertueux et avoir un impact, on va dire, plus positif. Donc à partir de 2012, on a créé une vraie marque différenciante qui était SoGreen by CVP, qui allait regrouper les alternatives qu'on pouvait faire en PE végétal, non alimentaire, on n'est pas du tout sur la partie alimentaire de la plante, et des alternatives aussi en recyclé. Donc le recyclé, et je précise bien, c'est du PCR, c'est du post-consumer recycled, c'est vraiment ce que vous recyclez vous en tant que citoyen ou moi en tant que citoyenne dans nos propres poubelles, et qu'on va pouvoir réinjecter dans l'économie circulaire pour pouvoir reproduire des produits, soit des packaging, soit d'autres produits. Et donc, on a toutes les alternatives qu'on va proposer qui ont ce système-là. Et après, on est aussi en capacité de se dire qu'on a un impact positif, parce qu'on calcule l'empreinte carbone de tout ce qu'on va mettre sur le marché, et on calcule aussi l'impact carbone qu'on n'a pas mis sur le marché, parce qu'on a réussi à basculer sur des emballages SoGreen, valorisés, végétal ou recyclés. C'est pas mal ? C'est pas mal. Bravo. Il va falloir faire aussi bien. Packaging PCR, on en parle un petit peu chez VEPA en ce moment aussi.
Donc VEPA France et plus généralement VEPA a initié la démarche d'économie responsable depuis très longtemps. Donc VEPA, par la voix de son CEO Martin Krengel, s'est investi, et je dirais que maintenant on est tous investis justement dans l'économie responsable depuis les années 80, donc 40 ans qu'on est sur ce segment-là. C'est aujourd'hui et pour demain, bien entendu, dans notre ADN. Et d'ailleurs, on se veut et on pousse pour être le fournisseur le plus sustainable, le plus durable, le plus écologique pour nos clients. Et en France, cette économie circulaire s'est traduite au mois de mars 2019 par l'acquisition d'une entreprise sur Château-Thierry, VEPA Greenfield, qui recycle les vieux papiers, donc les vieux papiers de bureau que vous pouvez trouver justement dans les bureaux, dans les entreprises, dans les sociétés publiques et autres, donc sont collectés. Derrière, elles vont être transformées en pâte à papier. Cette pâte à papier va partir de Greenfield de Château-Thierry pour être dirigée sur Lille ou sur Troyes. Et de cet endroit-là, donc on va en faire des produits finis, 100% écologiques, donc en économie circulaire. Ensuite, pour nous, l'économie circulaire, c'est bon pour la planète, donc c'est bon pour tout le monde. Ça participe également à l'économie locale, ça diminue l'impact environnemental et surtout, je pense, ça donne du sens à nos actions et nos engagements vis-à-vis de l'écosystème, mais également à l'intérieur de l'entreprise. Tout le monde a en tête le Reduce, Reuse and Recycle, réduit, réutilise et recycle. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose de très important et on se met toujours dans cette réflexion-là dans l'élaboration de nos produits. Et aussi, ces produits, on va dire, responsables ou ces produits qui viennent de l'économie circulaire, c'est également pour faire évoluer la filière et les modes de consommation. Donc là, pour ça, j'ai un exemple. Donc, je vous disais juste avant qu'on produisait des produits 100% recyclés, mais les produits 100% recyclés, c'est seulement 5% du marché en France. Alors qu'on sait que 67% des Français sont prêts à faire un geste pour la planète et pour l'environnement. Donc on s'est dit comment mettre en place un produit, donc papier toilette, peut-être que dans les rayons vous voyez un petit peu 2 plis, 3 plis, 4 plis, donc 2 épaisseurs, 3 épaisseurs, 4 épaisseurs, voire 5 épaisseurs. Donc nous on est parti sur un produit, le 3 épaisseurs, le 3 plis, et on s'est dit on va le constituer de 2 plis extérieurs en pure ouate de cellulose, qui garde le confort et qui garde la douceur. Et on va intercaler entre les 2 plis un pli 100% recyclé qui vient justement de Greenfield à Château-Thierry. Et donc on en fait un produit 30% recyclé. Et c'est un premier pas justement pour pouvoir avoir cette dimension écologique dans les rayons. Et en principe, non c'est pas en principe, dans les prochains mois, les premiers produits seront disponibles dans la grande distribution en produits hybrides. Merci. Et vous, chez La Virgule, du coup, vous faites de l'upcycling de déchets d'équipements sportifs. Pourquoi avez-vous choisi ces matières ? En fait, on choisit ces matières parce qu'elles ont des propriétés intrinsèques de technicité qui répondent à des usages parfaits pour la bagagerie. Le but, c'est justement, avec l'upcycling, de garder ces propriétés techniques et de pas les recycler pour refaire de la technicité derrière. On la garde telle qu'elle. Et donc, c'est bien grâce à cette richesse qu'on va pouvoir avoir des produits techniques et qui répondent à des usages. Et donc, pour nous, c'est une réelle opportunité d'avoir ces matériaux sous la main qui sont un peu partout. Et donc, pour prendre un exemple, si on a envie d'upcycler une tente, on va se poser la question, cette tente, c'est quoi ses propriétés ? Elle est robuste, elle est légère. Une partie légère et robuste pour une poche d'un sac à dos. On ne va pas alourdir le sac alors qu'il est potentiellement déjà un point certain. Avec cette tente, justement, on a ces parties poches qui peuvent être utilisées. Un tapis de yoga, il est mou, il est confortable, c'est parfait pour ce que vous avez envie d'avoir sur votre dos ou vos bretelles. Donc c'est un autre matériau qu'on utilise et c'est donc vraiment ces propriétés-là qu'on cherche à garder. Et donc c'est un peu ce que tu disais, toi, avec ta pyramide inversée. Nous, on va un peu à contre-courant du design produit habituel. D'habitude, quand vous dessinez un produit, vous voulez créer un nouveau produit, on le dessine, on le met en place et seulement après, on se pose la question, quelle matière je vais utiliser ? Nous, c'est complètement l'inverse. On a des matières qui arrivent et on se dit qu'est-ce que je vais faire de ces matières ? Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est pas naturel dans la conception de produits et donc qui demande un peu plus d'idéation, etc. Mais c'est bien l'objectif de ce qu'on fait. Voilà.
Et est-ce que tous les trois, vous pouvez nous donner un exemple concret afin qu'on puisse bien comprendre le cycle de vie de vos produits ou d'un de vos produits? Bon, je vais commencer, mais j'ai un petit peu effleuré le sujet juste avant. Donc c'est vrai que on va partir donc encore une fois de ces feuilles de papier qu'on va récupérer dans les bureaux, qu'on va collecter, et en les collectant ensuite. Donc l'usine de Château-Thierry Greenfield, Vepa Greenfield, va donc le recycler pour en faire de la pâte à papier qui se trouve de ce style-là. Là, pour le coup, c'est vraiment celle-là. Et donc ensuite, derrière, cette pâte à papier va être transportée sur les sites de Lille et de Troyes pour en faire les beaux produits que vous connaissez et que vous pouvez retrouver, j'allais dire dans toutes les bonnes librairies, mais là, pour le coup, c'est pas les librairies, mais en tout cas dans toutes les enseignes. Alors, moi aussi, j'aimerais bien un exemple concret. En fait, on a travaillé on va dire, en coopération, collaboration. C'est assez lourd. C'est un projet qui regroupe 4 entreprises différentes sur ce sujet-là. L'objectif, c'était d'être cohérent sur le contenant et le contenu du produit. Donc, on a le fabricant de l'outillage, le producteur, nous-mêmes, et notre client final qui est Durand Production, qui est local. Donc, c'est un produit qui est éco-conçu à 360 degrés, qui est 100% made in France et qui a un impact carbone négative. On est sur un emballage qui est 100% végétal. Donc on a fait tout plein de démarches pour savoir s'il était 100% végétal et comment on pouvait aller le recycler. Il est recyclable dans les centres de tri classiques, parce que nous, on ne peut pas équiper tout le monde. Et en plus, on a son petit frère aussi, qu'on est capable de le faire en 100% recyclé. Donc là, c'était un vrai projet qui a pris presque 1 an et demi entre le temps de création, effectivement d'idéation, de confrontation en fait, des différentes contraintes des uns et des autres. Et ce qui était hyper fort sur ce projet-là, c'est qu'on a pris conscience des impératifs de la production, on va dire, de l'outillage, de la production du packaging à vide et du conditionnement à façon pour pouvoir avoir quelque chose de hyper impactant pour le consommateur final. L'objectif, ce qui est conditionné là chez Durand, c'est du lave-glace écologique dans un emballage 100% écologique avec un bouchon 100% écologique à impact réduit. Donc on est dans vraiment, l'objectif, c'était de faire du... on est à 95% vraiment végétal, recyclé, etc. Tout ce que vous pouvez espérer. Donc c'est notre bel exemple concret qu'on souhaite développer et puis en fait, entre guillemets, semer avec tous nos différents clients. Et sur la communication, je fais juste ça, mais on ne le verra pas. En fait, sur la communication qui est faite, on s'est comparé un emballage classique d'un emballage en bidon végétal. Donc, on passe d'une empreinte carbone qui était unitaire de plus 822 grammes de CO2 à moins 58 grammes de CO2. Donc, il y a un intérêt économique, écologique, et pas économique et écologique, mais vraiment une démarche qui doit faire cœur et corps avec l'entreprise et les différentes étapes, quoi. Super. Moi, je vous ai ramené un petit exemple de ce qu'on fait avec la virgule. Donc, le sac que vous voyez ici, c'est un sac qui a été fait à partir de kayaks gonflables défectueux. On a un beau partenariat avec Decathlon qui nous permet en fait de collecter tous ces kayaks défectueux qui sont plus réparables. On les collecte dans le nord de la France. Ces kayaks qui sont souvent avec un peu de sable, un peu d'eau de mer. Ils ne sentent pas forcément la rose. Donc, forcément, il va y avoir une grosse étape de nettoyage et de désassemblage. Tout ça se fait dans un ESAT à Calais, donc qui emploie des personnes en situation de handicap. Et donc c'est avec cet atelier, les ateliers du Détroit, que je salue s'ils nous regardent, qu'on travaille sur ces matières pour faire ces sacs à dos. Donc je vous parlais un peu avant des propriétés techniques du matériau. L'enveloppe extérieure que vous voyez, c'est l'extérieur des kayaks, donc qui est robuste et donc qui est vraiment parfaite pour un sac à dos. À l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais vous avez en fait la partie gonflable du kayak. Donc cette partie gonflable, elle est imperméable. Et donc c'est ce qui va permettre à votre sac à dos de pouvoir être utilisé sous toutes les conditions, même à Lille. Donc ça, c'est quand même un point important. Et après, je vous parlais du matelassage. Donc là, vous avez des tapis de yoga dans le dos et dans les bretelles pour le rendre confortable. Et donc ça, c'est un peu le cycle de vie de notre produit. Voilà. Très bien, merci. Et quels bénéfices avez-vous tiré de la mise en œuvre d'une telle démarche basée sur l'économie circulaire ? Nous, c'est des valeurs fortes, c'est-à-dire que ce qu'on partage au quotidien avec les gens, c'est de dire que vos déchets n'en sont plus, nous on en fait quelque chose d'autre. Et donc c'est vraiment ces valeurs fortes qui nous permettent d'avoir une communication assez simple avec les gens et une communauté qui se crée de façon très naturelle. Les gens en général adorent le projet et on en est ravis. C'est vraiment une chance que justement les gens partagent nos valeurs et c'est vraiment ça qui nous permet d'être
d'avoir les gens qui nous suivent et puis ces médias qui viennent à nous, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On a la chance d'avoir beaucoup de journaux, de JT, etc., qui nous proposent de partager notre expérience. Et puis la chance qu'on a encore aujourd'hui grâce au réseau Alliance, c'est grâce à ces valeurs qu'on peut justement avoir accès à tout ça. Et donc c'est super. Ensuite, c'est aussi la parole à Naïs. Ah merci Nathan. Bon, quel rebond. Non, nous, ce qu'on en ressort effectivement, ça fait écho. C'est vrai que ça fait partie des valeurs de CVP, ça fait partie de l'ADN de CVP. C'est écrit, porté, véhiculé par l'ensemble des collaborateurs. C'est un vrai plus différenciant par rapport à nos concurrents directs. Donc on n'est pas tout seul sur le marché, mais on est vraiment précurseur sur ce domaine de développement d'outillage complet en matière, on va dire, So Green by CVP. Pour moi, ce qui est intéressant dans ces bénéfices, c'est que c'est une démarche, et la démarche de l'économie circulaire ou de l'éco-conception, ou même de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, c'est qu'elle est toujours en action. En fait, il ne faut pas se reposer, on peut toujours s'améliorer. Plus on s'améliore, plus on a envie de trouver des solutions. Moi tout à l'heure, je parlais du greenwashing, du plastic bashing, pardon, et aussi du greenwashing par rapport à tout ce qui peut être dit. Moi, j'ai quelque chose qui est important chez nous, c'est que je ne veux pas qu'on communique des choses fausses. On va communiquer des choses qui sont vraies et qui sont factuellement vérifiables par qui de droit, qui veut. Et par rapport au plastic bashing, en fait, moi, je trouve que c'est une vraie force pour mon métier à moi et pour mes équipes de se dire qu'on a des choses à faire. On est dans un milieu qui doit évoluer, et donc plutôt que d'être passif, soyons acteurs et trouvons des solutions. Après, les bénéfices qu'on y retrouve, on avait du mal à les calculer. Pourtant, calculer l'empreinte carbone, depuis 2 ans, ce que je disais tout à l'heure, on calcule l'impact économisé. Donc en 2018, on était à 98 tonnes de CO2 économisées. En 2019, on était à 108 tonnes, donc on augmente de 10%. Et ça, c'est une démarche qui va se faire en vraie collaboration du fabricant au client et surtout au consommateur acteur. Quel bénéfice? Je pense déjà comme bénéfice, c'est un bénéfice commercial. C'est l'objectif pour nous, compte tenu du fait qu'on est marque distributeur, enfin, qu'on produit pour les marques distributeurs, c'est justement de prendre un nouvel angle pour proposer des innovations. Donc c'est se différencier par rapport à la concurrence et puis donc pousser notre ADN écologique jusqu'au bout et proposer des produits plus durables pour les différentes enseignes. C'est également pour les ressources humaines, donc on a parlé justement par rapport à l'ADN. Pareil, pour nous, on a 3 valeurs. Une des valeurs, c'est la durabilité, la sustainability, et puis donc c'est important pour nous. Et puis je pense que de plus en plus, l'environnement et l'écologie sont des valeurs fortes portées par chacun des collaborateurs chez VEPA et dans beaucoup d'entreprises maintenant aujourd'hui. Et je pense qu'il y a aussi une nouvelle génération qui, au-delà d'un poste ou d'une mission, veut aussi avoir un sens à son investissement. Et je pense que justement cette durabilité, cette écologie-là en fait foi. Là, je suis d'accord avec toi, pour rebondir, etc. C'est vrai que sur les nouvelles générations, ça fait un peu vieux quand on dit ça comme ça, mais c'est un vrai. Faut pas que ce soit un argument marketing pour faire rentrer du monde, mais c'est un vrai plus et c'est une vraie demande de sens, de partage et effectivement d'évolution, d'être dans des entreprises qui font bouger les choses et qui essayent. L'éco-conception, l'économie circulaire, il y a des moments où c'est pas si facile que ça. Il y a des freins parce qu'il y a de la pédagogie qui doit être faite, l'explication, la compréhension d'une démarche globale, mais en même temps, c'est tellement plus par la suite, si on veut avoir un peu à moyen, long terme, etc., il y aura que du plus. Et de toute façon, on ne peut pas passer outre aujourd'hui que de travailler sur l'éco-conception, l'économie circulaire et tout ce qui va. Donc, pour moi, si les entreprises n'y vont pas, c'est aussi aller droit dans le mur, quoi. Et puis, on n'est pas conscient de ce qu'on doit faire. Et ensuite, comme on a aussi donc là, par rapport à l'impact environnemental également dans les différents bénéfices. Donc c'est vrai que utiliser de la pâte à papier à base de fibres recyclées, c'est moins de camions sur les routes. Donc notre pâte à base de fibres arrive, donc encore une fois, comme je le disais, de Greenfield, Château-Thierry sur l'île sur 3, à savoir que pour le coup, c'est également moins de bateaux, parce que la pâte à papier à base de fibres vierges provient principalement de l'exploitation forestière
et d'Amérique du Sud. Donc là, en l'occurrence, moins de bateaux, moins de camions et déjà un impact environnemental en moins. Et justement, pour favoriser et pour diminuer la pure ouate de cellulose dans les rayons et augmenter cette partie de l'hybride dont je parlais, 30% de fibres recyclées dans ce produit-là, c'est également 20% d'impact environnemental en moins, enfin une diminution, donc c'est toujours intéressant également. Ouais. Après, moi, je suis partie au bout d'un moment. Vas-y. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur du 30%, du 20%, etc. C'est vraiment petit à petit. On ne peut pas toujours être sur du 100% immédiatement ou d'avoir quelque chose qui soit... parce qu'il faut quand même relier l'économie circulaire, la RSE, le développement durable à quelque chose d'économique. On est quand même des entreprises aussi avec des collaborateurs, sur des projets d'entreprise qu'on doit pérenniser, etc. On est intimement persuadés chez CVP qu'on est capable d'allier, d'aligner, c'est pas d'allier, mais ici, d'allier économie, développement durable, sociétal, et non pas avoir des décalages entre les deux. Mais toute la démarche d'éco-conception, parfois on va être sur du 20, puis on va monter à 30% de recyclé, puis 40%, puis 50%, parce qu'il y a aussi pas mal de R&D, pas mal de choses à faire d'un point de vue industriel qui n'est pas réalisable immédiatement d'un claquement de doigts. Et c'est ça qui est challengeant, de se dire, bon, cette année c'est 20%, peut-être que l'année prochaine ça sera 25%, peut-être que ça sera 40%, je ne sais. Je ne suis pas dans ton métier, mais bon, nous c'est ce qui nous anime au sein de CVP ou pour chez vous, sur la virgule, utiliser autre chose que du canoë ou que sais-je. Non, c'est un leitmotiv, clairement. Et si je ne sais pas si vous avez compris aussi un petit peu la comparaison ou ce qu'on peut entendre au niveau de la publicité. Si on pousse également sur ce papier toilette hybride, c'est un peu pour faire la même... on entend beaucoup parler dans les communications, dans les publicités, principalement de voitures. On sait que ce n'est pas 100% naturel, ce n'est pas non plus 100% polluant. Donc c'est quelque chose entre les deux qui va justement permettre d'améliorer les choses. Donc c'est aussi comme ça qu'on vend ce produit où on garde ce confort, on garde ce produit tel qu'on le connaît, mais on y met quelque chose en plus qui fait qu'on fait un geste pour la planète. Ouais. Et est-ce que vous sauriez nous dire quel impact ces démarches que vous avez ont eu sur vos clients, vos concurrents ou toute autre partie prenante, et comment et si vous les avez sensibilisés à un achat qui est responsable plutôt qu'à un achat conventionnel? Nathan? Nous, par essence, notre produit, il est vraiment responsable. Donc, on a ce client qui vient vers nous par ses convictions. Et donc, celui-là, on arrive à le toucher facilement. Le but, c'est de ne pas toucher qu'eux, parce que sinon, on s'adresse à une petite partie du marché. Et donc, l'intérêt, c'est plus le marché est grand, plus on upcycle et plus on réduit les déchets. C'est quand même ça notre objectif. Et c'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Et après, en termes d'implication de nos partenaires, on implique pas mal les entreprises qui nous fournissent en matières premières, donc leurs déchets. Elles ont une pression légale qui est assez importante en ce moment, et pas que légale aussi de leurs consommateurs qui ont envie de savoir où part mon kayak quand il a un trou dedans et que vous n'arrivez pas à le réparer, qu'est-ce qu'on en fait? Les gens sont contents de savoir qu'il y a une solution derrière. Et après, eux aussi, en interne, vous en parliez un petit peu, il y a une grosse question pour toutes ces entreprises-là de... arriver à fidéliser leurs employés, etc., à les garder. Et c'est justement par ces petits moyens, ces collaborations qui montrent que Decathlon a envie d'aller dans la bonne direction et va dans la bonne direction. Et donc c'est aussi comme ça qu'on les implique dans notre développement. Thierry? C'est à moi, d'accord. Au niveau des actions, donc, c'est clair que comme on l'a exprimé, on s'y attelle depuis déjà de longues années et on continue. Et c'est vrai que le marché de l'écologie en France est quand même n'est pas simple. Si on prend le cas justement encore une fois des produits sanitaires, globalement le marché c'est 5% du 100% écologique. Alors que si on prend en comparaison des pays d'Europe du Nord et notamment l'Allemagne, on est plus proche des 22 à 25%. Donc on a encore un gros travail à faire. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses en France qui sont où le lead, où la parole est donnée aux marques nationales. Donc nous, en tant que producteurs pour des distributeurs, c'est aussi de pouvoir pousser des innovations ou pousser des produits que la marque nationale ne veut pas faire. Et c'est aussi des gros enjeux et aussi nos grosses difficultés. Et donc, avant de pouvoir parler ou de pouvoir nous adresser aux consommateurs, on doit déjà s'adresser aux acheteurs ou au marketing de la grande distribution. Et ensuite, après, pour nous, dans nos actions, encore une fois, et
c'est vraiment une fierté, c'est vraiment quelque chose qui, et à chaque fois, c'est vraiment très long. Je veux dire, il y a, ne serait-ce que pour pouvoir changer les mentalités, ou pouvoir passer des idées, ou pouvoir pousser des produits innovants, différents de la marque nationale, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et voilà, des équipes commerciales, on travaille, et les équipes marketing sont à l'œuvre depuis des années maintenant. Et ce produit hybride, dont on croit vraiment dans le sens et dans la vision qu'on porte, va enfin sortir et sera bientôt dans les magasins. Et c'est une fierté, mais ça a été un travail passionné de tous les instants en tout cas. Alors, et nous, chez nous, ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'explications, aussi et de rassurer un peu que l'emballage végétal ou l'emballage recyclé, c'est pas le petit frère de l'emballage classique. Il est aussi compétent, il a les mêmes caractéristiques. Aujourd'hui, on continue à avoir besoin de packaging pour pouvoir transporter, stocker, etc. Mais on peut le faire de manière intéressante et intelligente. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour un peu inciter nos parties prenantes à basculer sur ces démarches-là? On les sensibilise avec des vidéos, des formations, ou que ce soit interne ou externe, fournisseurs, clients, salariés, et orientés développement durable. On fait aussi des matinales au sein de CVP sur différents thèmes pour expliquer l'éco-conception. Alors, on a fait le design aussi, on a fait plein de choses avec l'idée, c'est de ramener du concret et des choses qu'on pourra mettre en place dans nos propres structures et de se poser. En fait, c'est plutôt d'inciter à se poser la question de comment faire différemment et pourquoi on fait comme ça aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire, les petites étapes qui vont permettre l'échange de bonnes pratiques qui vont permettre de basculer sur autre chose. Ça, c'est nos gros leviers. Et c'est aussi d'expliquer pourquoi et d'accompagner en fait nos clients. Notamment, c'est ce qu'on a fait avec Durand. On a vraiment partagé en fait toute la démarche marketing globale, c'est-à-dire les accompagner sur l'argumentaire pour pouvoir eux-mêmes le présenter à leurs propres clients. Parce que certains industriels sont prêts, mais ils ont du mal à revendre leurs produits je ne vais pas citer la grande distribution, mais c'est un des clients finaux. Et donc voilà, c'était d'être plutôt d'être l'un contre l'autre, c'était plutôt d'être ensemble sur un projet commun. Et le marketing, c'est pas un gros mot. Le marketing, c'est ce qui te permet de montrer à tes consommateurs qu'il y a quelque chose de mieux qui est en train de se faire, à tes consommateurs ou ton acheteur, etc. Et il faut vraiment penser ça comme ça. Oui, c'est de l'accompagnement, pardon. C'est vrai que c'est de l'accompagnement et ça permet aussi de la pédagogie. Aujourd'hui, je pense ce qu'on a le plus besoin aujourd'hui, c'est justement d'informer et d'éduquer, et ça passe justement par le marketing. Je pense que c'est un bon vecteur pour pouvoir justement provoquer ou déclencher un référencement ou un achat. Oui, et sur le recyclé aussi, ce qui est important et important d'entendre, c'est de temps en temps on est sur cette démarche-là et il nous manque de matière parce en France, il faut encore qu'on s'améliore tous sur comment recycler et les centres de tri qui sont adaptés pour pouvoir récupérer de la matière première, pour pouvoir la réinjecter dans le marché classique et être vraiment dans une économie circulaire. Parce que moi, je suis pas collecteuse de packaging, c'est pas mon métier, mais je peux retransformer cette matière-là. Donc il y a vraiment une économie globale, etc. Où tu le disais tout à l'heure, en Allemagne, ils sont beaucoup plus forts que nous sur la consigne, le recyclage, etc. Mais ça nous laisse un champ des possibles, je ne vais pas dire inimaginable, mais assez grand pour pouvoir s'éclater. Ah, je suis partie. Ça me va, c'est très bien. C'est comme disait Thierry, c'est passionné, c'est passionnant. Mais tant qu'il y a des choses à dire, il faut les dire. C'est très bien comme ça. Vous avez déjà un peu parlé de ça, mais est-ce que vous avez vraiment des actions pour mobiliser vos parties prenantes autour de ces sujets en interne comme en externe, que ce soit des partenaires techniques, par exemple, comme les pôles de compétition, d'excellence, vos collaborateurs, vos fournisseurs? Ça reboucle un peu avec la question d'avant, mais est-ce que vous avez... Oui, c'est quelque chose qui est important pour nous et je pense qu'il n'y a rien de plus basique qu'un papier toilette, un papier essuie-tout ou des mouchoirs. Donc c'est comment déjà faire vivre ce produit-là à travers autre chose. Et je pense que justement le vecteur de l'écologie ou des produits hybrides ou des choses qui vont justement permettre de pouvoir s'exprimer différemment sont importants pour les collaborateurs également, en termes de reconnaissance, cette partie écologique qui est important. Donc après, il y a différentes choses qu'on crée à partir de ça. Notamment, là justement, c'est intéressant parce qu'on essaie d'introduire aussi et de pousser
dans la grande distribution et sur nos produits des packaging recyclés. Donc on est également en train de mettre en place des produits packaging avec 30% PCR, donc post-consumer et pas des post-industriels, vraiment en fin de vie pour être dans le cycle de vie le plus complet du produit. Une fierté également, enfin une fierté, c'est le Made in France quelque part, dans le sens où on a beau être une entreprise allemande, je pense qu'on est plus français que beaucoup d'entreprises françaises, parce qu'on transforme aussi notre produit en France, donc c'est également une fierté pour, je pense, toutes les équipes VEPA. Et là, on est en train de travailler pour aller un peu plus loin également sur l'origine France garantie. Justement, pour avoir l'origine France garantie, il faut avoir plus de 50% de la valeur du produit qui soit fait en France. Donc ça va aussi bien de la matière, des ressources humaines que de la transformation. Donc voilà, très prochainement, on devrait avoir une bonne nouvelle et on va certainement pouvoir aller plus loin sur cette partie économie responsable, économie circulaire avec justement cette origine France garantie également. Donc voilà, je pense que c'est tous ces points-là, et puis après les histoires qu'on raconte, on parle du marketing, mais je pense que le marketing et la communication sont bons en interne aussi. Donc c'est important de pouvoir raconter l'histoire, de pouvoir se dire d'où on part avec un produit, de quelle manière on le voit, avec quel packaging, avec quels éléments forts sur le packaging pour justement donner envie aux consommateurs de changer un peu sa façon de consommer et justement de choisir plus des produits beaucoup plus verts, hein, beaucoup plus responsables. Donc c'est important pour nous et je pense que voilà, tout tourne autour de l'innovation et après il faut savoir le vendre en interne et il faut surtout après pouvoir le partager avec nos clients et c'est encore une fois, c'est vraiment la passion, c'est vraiment l'envie d'aller plus loin et de vouloir en démontrer davantage. Après, je dirais, si on reparle des parties prenantes qu'on va inclure dans ces projets-là, il y a aussi effectivement, on pense qu'on ne peut pas tout faire tout seul et qu'il faut aller chercher les bonnes informations. Et c'est pas un péché de faiblesse d'aller trouver quelque chose et partager. Et, nous, on fait partie de pôles de compétitivité type Eura-Materials, ce qui nous permet d'utiliser, de réfléchir à des nouveaux matériaux qui font partie de notre feuille de route Cradle to Cradle qu'on a mis en place sur la valorisation des matières premières ou l'extraction des matières premières aussi. C'est aussi de se dire qu'on est tous on a tous des compétences en interne qui peuvent être valorisées. Je parlais tout à l'heure des matinales qu'on organise. Là, il y en a c'est marrant parce que c'est le grand sujet du moment, c'est le recyclage. Et j'ai un collaborateur qui me dit ce serait bien qu'on organise une matinale sur le recyclage. Je lui dis très bonne idée, Igor. Écoute, je t'en prie, tu t'en occupes et tu es placé pour avril 2021. Mais voilà, il y a des sujets que en fait certains collaborateurs ont envie de porter et il faut leur laisser la place pour pouvoir les mettre en avant. Et donc c'est aussi d'aller chercher par exemple Durand ou d'autres partenaires qui vont pouvoir partager des choses comme ça. Et en fait on oublie, parfois on est un peu trop centré sur nous-mêmes. Et alors qu'il faudrait encore plus ouvrir nos portes, entre guillemets, auprès des clients. Et ça se sent de plus en plus. Je trouve qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors c'est peut-être l'effet Covid qui était tellement fermé sur soi-même. Aujourd'hui, on a envie de sortir et de faire d'autres choses. Et c'est ça qui va faire basculer les choses. Nous, effectivement, les parties prenantes, il faut tout prendre en compte. Mais aller chercher des compétences ailleurs, c'est beaucoup plus simple. Vous avez compris que moi j'aime beaucoup me marrer dans mon métier, donc j'aime bien le sympa. Tant mieux. Et nous pour la virgule, c'est par exemple aussi sur nos partenaires donc, qui nous fournissent, pour l'instant on est en bout de chaîne, ils nous fournissent en matière première, c'est leurs déchets. Demain le but c'est aussi avec eux les accompagner sur un peu peut-être un changement de conception, de l'éco-conception, pour justement imaginer un matelas en mousse, pour l'instant un matelas de camping en mousse. Il y a 2 toiles comme ça avec de la mousse entre les deux qui est collée. Nous, malheureusement, cette mousse-là, on ne peut pas la récupérer pour nos sacs à dos. Demain, potentiellement, s'il y avait un assemblage qui était différent, donc pas de la couture, sinon ça serait un peu compliqué pour le gonfler, mais un assemblage différent qui permettrait de désassembler la mousse des 2 toiles, on pourrait récupérer ces 2 parties indépendamment. Et donc c'est aussi là, et justement c'est ce dont tu parlais, c'est avoir ce mix entre des grosses entreprises, des plus petites, un écosystème qui travaille ensemble avec les expertises de chacun. Nous c'est ça aussi qu'on essaie de mettre en place avec les marques avec lesquelles on travaille, pour les aider justement pour éco-concevoir, arriver à réparer, et si on ne répare pas, nous, comment on le désassemble plus facilement et comment on optimise sa récupération. En fait, ce qui est intéressant, et je trouve, c'est parfois on oublie, mais en interne, et on le dit souvent, on est tous clients et fournisseurs de chacun. C'est-à-dire que c'est hyper compréhensible. Je t'achète à toi, tu es mon fournisseur, je suis ton client, mais en interne aussi, on a cette
cet aspect-là qui fait qu'on va pouvoir tous monter les uns les autres et partager encore plus. Et j'aime bien cette phrase-là parce que les collaborateurs vont apporter, mais il ne faut pas qu'ils oublient des interactions qu'ils vont avoir avec les uns. Et puis, ce qui va apporter, et le but final, c'est bien sûr la satisfaction aussi client, quand même l'objectif de tout un chacun. Est-ce que vous avez connu des freins à la mise en place de cette démarche et comment vous avez pallié à ça? Comment vous avez pu aller outre ces freins? Non, il n'y en a pas. S'il y en a eu, mais je suis sûre qu'il n'y en a pas eu. Quelques-uns, moi j'en vois deux. Le premier sur la collecte, parce que on récupère des choses qui partent à la poubelle, donc vous imaginez que c'est pas prévu pour. Et donc une petite anecdote, c'est avec Benoît, donc un des associés qui est malheureusement cas contact, qui aurait dû être là aujourd'hui et que je salue. Et avec Benoît, on s'est retrouvé dans une poubelle d'une usine de fabrication, avec son accord bien entendu. On n'était pas là en clandestin, et on s'est retrouvé dans la benne à essayer de récupérer justement les morceaux de production qu'on pourrait récupérer. Mais donc c'est un premier frein, c'est comment on collecte cette matière. Et le deuxième, c'est la fabrication. Comment, avec quelque chose que j'ai récupéré dans une poubelle, je vais arriver à un atelier, tada, voilà ce que j'ai récupéré dans la poubelle, et vous allez me transformer ça en sac à dos. Donc il y a aussi toute cette explication avec l'atelier de dire on va en faire quelque chose même si c'était du déchet. Et donc avec le premier produit, donc le sac à dos que je vous ai montré là et les ZAT, ce qui est génial, c'est que c'était un peu le témoin que c'était possible de faire quelque chose avec un vieux kayak. Et donc c'est beaucoup plus simple maintenant pour en discuter avec d'autres partenaires. On a prouvé que c'était possible, maintenant on y va et on remplit notre mission de rendre ce monde circulaire. J'y vais. Alors des freins, oui, il ne faut pas se cacher, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu en interne au démarrage, comme on était au tout début, pour bien comprendre pourquoi on changeait aussi de modèle économique, pourquoi on proposait une alternative et attends, ça marche depuis des années, pourquoi changer, c'est pas grave. Justement, vu que ça marche, il faut évoluer. Puis après, il y a eu des freins aussi vis-à-vis des clients qui étaient dans l'idée, oui, c'est super bien, Anaïs, l'éco-conception, très bien, etc. Bon, super, quand est-ce qu'on démarre un projet? Ah non, pas tout de suite, non, pour les autres avant et pas pour moi. Et puis, un frein parfois qui était lié au coût, aussi au coût unitaire du produit. Parce que, et ça c'est vrai, recyclé, végétal, ça ne veut pas dire bradé ou moins cher. C'est pas du bas de gamme, c'est pas forcément du haut de gamme, mais ça c'était les freins à lever, expliquer en fait quelle était la vraie valeur ajoutée de basculer sur autre chose. C'était tout à l'heure tu parlais des 3 R, on en a rajouté 2 autres, on fait réduire, remplacer, réutiliser, renouveler, recycler. C'est les 5 R qu'on garde en leitmotiv. Et puis voilà, c'est de garder cet allant de démarche continue en fait sur tout ça pour éviter, pour lever les freins, quoi. Des freins, on en a quelques-uns. Déjà, je pense que le premier frein et le plus gros frein, ou le frein le plus important, c'est notre marché. Étant donné qu'on n'est pas marque nationale et qu'on ne peut pas dire, voilà, ce produit-là, je le référence, je le mets dans le rayon et je vois comment le consommateur l'apprécie. Notre premier frein, nous, c'est justement la grande distribution. Souvent, eux sont en attente d'un produit dont ils ont eux-mêmes écrit le cahier des charges. Donc c'est comme nous, on arrive avec notre expertise, avec nos croyances, avec nos envies, avec notre passion, justement à montrer cette innovation et à pouvoir pousser l'innovation plus loin que l'acheteur ou le sales marketing de l'enseigne, mais jusque dans les rayons de l'enseigne. Donc ça, pour nous, c'est un premier frein. Après, je pense que le deuxième frein, c'est les préjugés qu'on peut avoir également sur le papier 100% écologique. On parlait des jeunes générations tout à l'heure, justement par rapport à l'envie de l'écologie et que ça donne du sens, etc. Mais il y a aussi les plus anciennes générations qui, quand on parle papier 100% écologique, ça peut être également le papier marron, le papier premier prix, le papier qui est très peu qualitatif. Et au final, c'est un produit 100% écologique, 100% recyclé, et il est blanc. Donc voilà, c'est l'objectif maintenant, pas l'objectif, mais c'est aussi maintenant de faire changer l'état d'esprit du consommateur et tout ce qui est recyclé,
peut être également de très bonne facture et un produit confortable et doux également. Également, un frein supplémentaire, parce qu'on en a quand même quelques-uns. Un autre frein, c'est que dans la grande distribution, vu les marchés qui sont assez importants, on est souvent également en marché partagé. Donc, c'est-à-dire que pour un même produit, il peut y avoir plusieurs fournisseurs, plusieurs producteurs qui vont avoir ce produit-là, peut-être par des zones géographiques, etc. Mais en tout cas, on n'est pas forcément le seul sur le produit. Donc, si nous, comme un de nos concurrents, a une innovation, comment, en l'occurrence, le concurrent peut avoir le même savoir-faire ou la possibilité de pouvoir faire le même produit. Donc c'est toujours aussi une difficulté pour l'enseigne de se dire, ben voilà, si je confie ce produit-là à 2 fabricants, l'un sait faire, l'autre sait pas faire, et ça pose une problématique, donc parfois c'est également un frein. Donc nous, en tout cas, par rapport à cette partie de papier hybride, pour en revenir encore à cet hybride, donc l'usine de Vepa Greenfield, qui produit cette pâte recyclée, bien entendu, on est ouvert, nous sommes ouverts à l'étendre à nos concurrents aussi, pour que justement cette pâte ne soit pas un frein, mais que puisse retrouver un produit hybride, encore une fois, écologique dans les rayons. Ce qui est intéressant aussi, on parle de frein, mais il y a aussi comment on les lève. Et là, tu réponds en disant, effectivement, c'est le partage avec la pâte, ta fameuse pâte. C'est aussi un vrai rôle des consommateurs, et on le sent de plus en plus, qui sont de plus en plus demandeurs auprès des industries de proposer des alternatives. Donc ça lève fortement les freins pour la mise sur le marché. Je pensais à un autre frein, là je viens de perdre mon idée, je suis désolée, mais il y a plein de choses en fait. Les freins nous donnent des opportunités en fait derrière tout ça, mais qu'il faut expliquer. Et on parlait de communication, c'est ça que je voulais venir. Les freins aussi, c'est parce que c'est quand on n'explique pas quel est le projet, quel est le produit, et c'est de se dire bon on va juste le mettre à côté d'un produit standard et classique, sans explication aucune, et donc ce qui fait que les gens ne comprennent pas forcément si le produit est 10% plus cher ou 20% plus cher ou que sais-je, ou même que 2% plus cher. Mais le fait juste d'expliquer, de démontrer la valeur ajoutée par la communication et de la communication vraie, ça interpelle et ça lève beaucoup de choses. Mais il faut être capable d'expliquer la démarche globale sur, je sais pas, sur le sac à dos, sur son Facebook du sac à dos, sur son film, etc. Et c'est ça qui va l'élever petit à petit. C'est ce qu'on disait juste avant, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord par rapport à ça. Et je vois justement Sandra qui est dans l'équipe marketing de chez Vepa qui est présente. Et c'est un travail au quotidien, justement, quelle histoire on raconte autour du produit pour justement, au-delà du produit, convaincre et montrer qu'il y a justement de la pertinence. Et c'est cet ensemble-là qui fait, comme on le disait aussi avant, avec ce marketing, de pouvoir justement pousser le produit, pousser l'idée pour que derrière ça aille plus loin que l'idée, mais que ça puisse se transformer en réalisation. Et maintenant, j'ai une question qui fâche, parce qu'on est tous convaincus des avantages de l'économie circulaire, mais ce système a-t-il des limites? Et je suis sûre qu'Anaïs va avoir plein de trucs à dire là-dessus. Aujourd'hui, moi, dans mon domaine, les limites qu'il y a sur l'économie circulaire, c'est le manque de matière. De temps en temps, on est limité sur la transformation. On peut avoir des taux par exemple, sur le recyclé, on est en capacité d'incorporer 25%, 50% ou 100% de matière recyclée. Donc, notre objectif, c'est d'aller là-dessus. Après, il y a des cycles un emballage peut être recyclé un nombre de temps. Nous, on est plutôt sur 7 cycles de recyclage. Pourquoi? Et après, il faut mélanger avec du vierge pour garder les caractéristiques techniques qui est de transporter votre produit. Je ne suis pas sûre que vous avez envie que votre... je suis sympa, j'ai parlé que du shampoing, mais que votre flacon, il permette que le shampoing sorte du flacon alors que vous ne l'avez pas utilisé. C'est principalement voilà, sur cet aspect-là. L'autre chose aussi, j'ai un autre exemple, c'est que le recyclé, et je le vois un peu sur tes produits, effectivement, ils sont plus marrons, je te rassure, ils sont plus aussi rêches, mais c'est que visuellement, c'est pas toujours la même chose que le vierge, et c'est aussi des limites au basculement sur quelque chose d'économie circulaire, parce que certains se disent ah c'est pas beau, alors que j'aime bien l'histoire, de raconter l'histoire du produit qui permet d'expliquer et de se dire ah c'est peut-être moins beau. C'est un peu comme les légumes les pas beaux là, les abîmés, je sais plus comment ça s'appelait, mais les moches, ouais, les boîtes moches ou je sais pas quoi. Et au final, une fois que c'est dit, c'est parti. Mais nous c'est plutôt sur la disponibilité de la matière. À un moment donné, on en a, mais on recycle pas assez bien. Et donc,
Après, il y aura, voilà. Pour l'instant, c'est celle qu'on a vue. Ouais, bah nous c'est pareil, c'est qu'on peut rallonger la vie du produit, mais on ne peut pas la rendre infinie. Quand on aura upcyclé le kayak en sac à dos, potentiellement le sac à dos, on va pouvoir en faire une banane. La banane, on va pouvoir en faire un porte-carte. Et après, on sera obligé d'avoir cette étape de recyclage qui est encore compliquée. Et comme tu le dis, en plus, elle n'est pas infinie non plus. Donc, au-delà de cet aspect économie circulaire, bah, il y a vraiment ce R réduire qui, pour moi, est super important. C'est de dire que si on continue de consommer autant, ça va toujours être compliqué et que c'est bien ce réduire qui va être important. Et d'avoir l'achat pertinent, par exemple, pour un sac à dos qui va vous durer longtemps et que vous pourrez potentiellement réparer. Mais surtout, en acheter moins. Et c'est ça qui est important. De notre côté, déjà, tu parlais du sac à dos qui pouvait devenir une banane et pourquoi pas un porte-clés. Nous, clairement, papier toilette, il ne vient pas grand-chose après. S'il te plaît, oui. Ensuite, comme tu le disais, bon, nous, par contre, il y a aussi toute la partie packaging, donc emballage autour du produit. Donc, c'est pour les mêmes raisons que tu viens d'exposer, qu'il y aura peut-être des limites, ou en tout cas, tant que les acteurs qui récoltent ne sont pas encore 100% installés et qu'on n'est pas, que les choses ne sont pas forcément mises en place, je pense qu'il y aura encore quelques années pour pouvoir mieux faire, c'est sûr, mais il y aura à un moment donné peut-être certainement des limites par rapport à ça. Et ensuite, par rapport au papier, c'est pareil, on collecte les papiers de bureau, mais avec de moins en moins d'impression, de moins en moins de magazines qualitatifs, parce qu'encore une fois, il faut vraiment des papiers et des magazines de très bonne facture, très bonne qualité pour pouvoir justement après derrière les recycler. Donc certainement qu'il y aura dans les années, mais on n'est pas dans le court terme, on est dans le moyen terme. Non, mais en plus, il y a la loi de l'économie circulaire, du développement durable qui est passée sur les différentes années où on doit faire des évolutions. Il y a le plastique à usage unique. Alors, je parle de ce que je connais aussi. Qu'est-ce qu'on arrête les bouteilles d'eau sur certains lieux, etc., avec un certain nombre. Alors, c'est des contraintes, etc., mais qui sont intéressantes et qu'il faut prendre tout de suite parce que ça va jusqu'à 2040. C'est dans 20 ans, mais d'un point de vue... Il y a plein de petits échelons. Et donc, nous, on suit chez CVP, on a affiché toutes les étapes. Qu'est-ce qui doit se passer en 2022, qu'est-ce qui doit se passer en 2023, et ainsi de suite, pour être sûr d'être à peu raccord et toujours plutôt être en anticipation par rapport à ce qui va être limitant et de trouver des alternatives bien en amont. Mais l'amont demande de la R&D, demande de la réflexion et un peu de temps, en fait. Un peu. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des perspectives de développement, des projets en cours ou que vous avez en tête ? Nathan. Nous, on a un sac à dos et une housse d'ordinateur pour l'instant qui sont en vente. Le but, c'est d'avoir une vraie gamme de sacs à dos urbains et aussi plutôt exploration pour du vélo notamment. Plus on aura de produits, plus on aura réduit les déchets des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc c'est vraiment ça notre perspective de développement, c'est d'être une solution de fin de vie et en même temps une alternative plus responsable pour ces produits qui sont ceux que je viens de vous citer. Et donc c'est ça notre perspective de développement actuellement. Alors, chez nous, oui, c'est des perspectives assez fortes. Ce qui est rigolo, c'est que nos clients sont soit pro emballage 100% végétal, soit emballage recyclé. Donc, on a des perspectives assez en hausse par rapport à ce transfert-là. Nous, on est partant parce qu'on a quand même un leitmotiv, c'est 50% de notre activité qui bascule sur la marque SoGreen. Je vous l'avoue, on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche petit à petit. Et on a des challenges aussi sur les économies d'empreinte carbone émises qu'on s'est donné pour l'année 2020. On va être peut-être un peu en deçà avec tout ce qui s'est passé. Mais voilà, nous, ça bouge et ça ne fait que croître. Je veux dire, 90% des demandes aujourd'hui sont sur des alternatives éco-responsables. Donc nous, on est déjà très présents sur le 100% recyclé, sur le 100% écologique, que ce soit aussi bien en papier toilette, en essuie-tout et en mouchoir. Aujourd'hui, clairement, et je l'affirme et on l'affirme haut et fort, et déjà depuis quelques minutes autour de cette table, mais voilà, c'est le côté hybride, où là, encore une fois, certaines enseignes nous ont fait confiance et les produits sortiront bientôt. On pense vraiment qu'il y a une belle histoire à écrire et qu'il y a vraiment ce pas pour ces 67% de Français qui sont prêts à faire un geste pour la planète, un
un déclencheur, ou en tout cas quelque chose qui pourra permettre de faire du bien à la planète et de pouvoir avoir un produit confortable et doux. Et puis ensuite, par rapport à ça, dans la partie également développement, c'est justement, et on l'espère, on croise les doigts, donc l'origine France garantie que nous devrions avoir et qui permettra aussi peut-être de pouvoir aussi montrer en tout cas qu'on est vraiment français. Et avez-vous un conseil à donner à ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient se lancer dans une démarche d'économie circulaire à leur tour ? Moi, je dirais oui, allez-y. Pensez bien en amont toute la chaîne de valeur de votre produit et toute la chaîne de recyclage de votre produit. Partez de la fin. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Partez de la fin pour savoir comment on peut le recycler. Est-ce que c'est recyclable ? Faites une analyse de cycle de vie de votre produit si vous pouvez et voir les différents impacts. Ça, c'est important. Peut-être aussi être sur des étapes, c'est-à-dire écrivez votre feuille de route, vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous voulez tendre, pour avoir un vrai objectif et un vrai but là-dessus. Mais moi, je dirais, oui, il faut foncer, quoi. Vous êtes d'accord ? Ouais, carrément. Et nous, au-delà des conseils, c'est surtout des encouragements. C'est que ensemble qu'on y arrivera. Et donc, on a vraiment besoin d'autres projets comme ça, comme le nôtre, pour arriver. On a été inspiré par d'autres projets comme celui qui est assez connu à Lille avec Uber et la Vie est Belt. L'expérience qu'on engrange de tous ces projets d'upcycling, parce que c'est ce qu'on fait, on est ravis de le partager. Et donc, si justement vous avez cette envie de développer un projet là-dessus, venez nous voir, on en discute et ça sera avec plaisir qu'on vous donnera notre expérience qu'on a engrangée et on vous la partage avec grand plaisir. Moi, je dirais, il faut vraiment avoir un projet. Il faut vraiment, c'est pas une ligne droite. Il faut quand même il faut être convaincu, il faut être motivé. Donc, je dirais un projet, une vision, et être suffisamment obstiné, volontaire et motivé pour se lancer dans l'aventure. Oui, ça ressemble au bateau, j'aime bien quand tu parles de ça. On sait d'où on part, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas comment on va y aller, il va y avoir des écueils, etc. Mais c'est pas grave, il y a du réajustement et tant que vous avez votre cap, vous y arriverez, quoi. Merci. On va aller voir un peu ce qui se passe du côté du chat, car les participants peuvent vous poser des questions. Et justement, on a une question pour CVP Packaging. Alors, comment le bidon de 5 litres peut-il avoir un bilan carbone négatif ? Sa production n'engendre-t-elle pas inévitablement des émissions de gaz à effet de serre ? Alors, c'est une question qui revient souvent, donc c'est normal. Ça interpelle souvent quand on dit qu'on est sur un emballage à impact négatif, empreinte négative. En fait, l'origine de la partie végétale, c'est le résidu de la canne à sucre. Et la canne à sucre étant une plante, c'est de la science. On capture du CO2. En fait, on capture pour faire une tonne de plastique en PE végétal, vous capturez 2,5 tonnes de CO2, qui n'est pas rattrapé pendant tout le processus de production. Il faut savoir que nous, quand on calcule l'empreinte carbone d'un PE végétal, on part de l'entrant qui est du PE végétal, mais quand on va le calculer, parce qu'on va jusqu'à sa fin de vie, dans le centre de tri, on le rebascule en PE fossile, parce qu'il va être remélangé à des PE fossiles, et je ne saurais plus le distinguer par la suite. Donc en fait, toute cette partie négative vient uniquement de sa matière première, qui est une plante. Tout simplement parce que après toutes les étapes transport, production, transport, conditionnement client, transport chez le client final et recyclage sont exactement les mêmes. Et pour faire une tonne de plastique, pour donner le distinguo, vous émettez 1,9 tonnes de CO2. On a un gap d'économie positive entre les deux qui est assez conséquent. D'accord, merci. J'espère que c'est clair. J'en ai une aussi pour VEPA France, mais vous y avez déjà répondu. En fait, c'est une personne qui demande si les produits finis à base de pâte à papier sont recyclables à l'infini. Donc, dans ce cas-là, c'est compliqué. Après, dans votre cas, voilà, c'est compliqué. Mais est-ce que vous en savez plus peut-être sur d'autres produits qui peuvent peut-être être récupérés et recyclés ? Très clairement, de tout ce qui est à base de papier, ça va être très compliqué de pouvoir donner une vie après la première. Donc, tout ce qui peut être essuie-tout, ça rentrera dans une poubelle normale. Donc après, peut-être que par la suite, en fonction de l'évolution de la partie de recyclage, peut-être qu'il pourrait y avoir une évolution. Par contre, pour la partie papier toilette, je ne vois pas trop. Je vois plutôt la fin de l'histoire. Une autre question pour vous trois. Vos entreprises émettent-elles également des déchets durant le processus de production ? Et si tel est le cas, avez-vous une réflexion sur la façon de transformer vos déchets
en matière première pour une autre filière? Intéressant. Très bonne question. Nous, on a un peu de... Forcément, quand on découpe un kayak, il reste des morceaux qu'on n'utilise pas pour l'instant. Ils sont stockés. On ne sait pas quoi en faire, mais on les garde. Et on prend le temps de réfléchir de temps en temps à ce qu'on pourrait en faire. On n'a pas encore les réponses, mais on les stocke en attendant. Donc si vous avez des idées de ce qu'on peut faire de petits morceaux de kayak, on prend. De notre côté, le papier non utilisé peut être recyclé également. Donc pour le coup, on a une continuité tant que le produit fini n'est pas là et pas dans les mains du consommateur, on va dire. Et c'est un peu pareil pour le plastique, le packaging, c'est-à-dire qu'on parlait de PCR tout à l'heure, VEPA l'utilise aussi. Là, c'est vraiment le recyclé de vos poubelles. Et en fait, il y a du recyclé industriel qui est rebroyé, repositionné en fait dans la production. Et c'est vrai que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est par rapport à nos limites, nous sur notre domaine d'activité, c'est de pouvoir remettre ces produits-là dans une activité qui est l'alimentaire en fait. C'est de partir d'un déchet et de pouvoir reconditionner, par exemple, du jus de fruits, je sais pas, des fraises ou tout ce que vous voulez, ou de la nourriture. Là, il y a des contraintes réglementaires qui ne sont pas encore levées et sur lesquelles on doit travailler. Mais sinon, tout dans l'industrie, voilà, lors de sa production, on peut réutiliser, tant que c'est pas sorti. D'accord. Nathan, chez La Virgule, est-ce que votre fournisseur est seulement Decathlon ou est-ce que vous avez d'autres fournisseurs et lesquels? On a d'autres fournisseurs. On en a un qui nous fournit de la toile de Zodiac, donc, qui est proche de Lille. On travaille aussi avec une boîte qui s'appelle Cabanon à Dunkerque, c'est le dernier fabricant de tentes français. Donc là, on essaie de diversifier aussi nos matières parce que c'est comme ça qu'on crée de la diversification et qu'on donne des solutions à d'autres entreprises. Après, bien sûr que Decathlon, c'était la solution idéal pour nous, ils sont à côté, Benoît les connaissait bien. Donc, mais on diversifie justement, là on échange aussi avec North Face et Salomon sur d'autres thématiques, mais toujours de la fin de vie. Donc on aura des belles surprises d'ici Noël à vous présenter. Super, c'est clair. Est-ce que l'enjeu de la création de matériaux organiques ne risque-t-il pas d'entrer en conflit avec d'autres enjeux actuels, comme nourrir la planète? Et comment arbitrer? Je pense que c'est pour moi. Alors oui, nous effectivement d'un point de vue éthique, on s'interdit de partir sur la partie alimentaire, la partie de la plante qui est pour l'alimentaire. Parce que effectivement, on doit travailler sur des packagings qui sont plus intéressants, plus intelligents. Mais je me vois mal dire à mes équipes et proposer ça à mes clients. On fait un packaging à base alimentaire avec vraiment la partie nutritive, que ce soit pour l'humain ou pour les animaux aussi, il ne faut pas les oublier. Et de se dire que dans le monde, mais même parfois en France, il y a des gens qui ne mangent pas assez. Donc on va partir uniquement sur la partie non nutritive. Et on ne partira jamais sur la partie nutritive d'un aliment, d'un végétaux, pour pouvoir proposer une alternative. Alors aujourd'hui, on est sur de la canne à sucre, on va me dire c'est assez loin, mais on a plein de projets, on travaille beaucoup pour trouver des nouveaux matériaux beaucoup plus proches de chez nous, un peu comme toi chez Decathlon, que ce soit le petit bois, que ce soit l'herbe coupée ou plein d'autres choses comme ça. Il y a aussi tout ça, mais ça c'est vrai que ça demande un peu de temps et des tests et de l'industrialisation et tout ça. Merci. Et si c'était à refaire, si votre démarche d'éco-conception était à ce tout début, est-ce que vous referiez exactement la même chose ou vous changeriez certaines choses? Nous, on viendrait voir le réseau Alliance un peu avant, je pense, et on vous remercie d'être là en tout cas. Et non, c'est se faire entourer, nous, c'est ça qui est le plus important. On vient d'intégrer un incubateur qui s'appelle Évident, qui brasse des entreprises comme les nôtres dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est vraiment cet accompagnement-là qui nous permet de faire les bons choix. Comme vous l'avez vu, on est encore un peu jeune, donc on a besoin de se faire entourer et c'est super important. Et c'est ça qu'on ferait en premier, je pense, c'est pour gagner du temps et de l'efficacité. De notre côté, je dirais qu'à part faire l'acquisition de VEPA Greenfield à Château-Thierry plus tôt, c'est la seule chose qu'on aurait pu faire, mais c'est vrai qu'avant on était sur des produits écologiques, mais là vraiment la dimension économie circulaire est française, c'est depuis vraiment 2019. Ouais. Alors, je dirais, nous, il y a une chose qu'on a faite et on ne changera pas, mais c'est fait. Hein. Je vous disais qu'on calculait l'empreinte carbone des produits qu'on met sur le marché, mais nous, on l'a donné gratuitement.
c'est communiqué partout sur toutes nos communications et ainsi de suite. Donc, ce qui est difficile et ce qui a été difficile à ce moment-là, ça fait depuis 2010, c'est de savoir pourquoi les clients venaient à nous. Est-ce que ça avait un véritable intérêt? Et en fait, peut-être que de ne pas le donner gratuitement et de pouvoir l'expliquer et avoir un rendu. En fait, oui, votre démarche nous intéresse parce qu'on a vu, il y a ça, vous pouvez faire ça avec ça et ça et ça et ça et ça. Ce serait peut-être la seule chose qu'on referait. Sinon, on irait, on continue, on serait parti de toute façon. Merci. Comment vous diriez que votre fonctionnement interne, comment permet-il de nourrir votre responsabilité sociétale des entreprises, votre démarche RSE? Nous, on n'est pas beaucoup, donc le fonctionnement interne est assez simple pour l'instant. Mais par contre, en termes d'attractivité de demain, on va commencer à recruter et ça va être une vraie chance pour nous. On sait que quand on est jeune ou un peu moins jeune et qu'on a envie de changer le monde, c'est un peu compliqué des fois de trouver les projets qui nous donnent envie, etc. On sait que le nôtre, il est un peu attractif pour ces gens-là et c'est vraiment une chance. Et donc, on sait qu'on aura la chance d'avoir des talents qui viendront à nous et on espère et on vous fait un coucou tout de suite là, pour que vous veniez quand on publiera des offres. Mais c'est ça, en interne, c'est d'avoir des convictions fortes qui font vivre un projet et qui, justement, avec ce cap où là, on est tous d'accord que nous, notre objectif, notre mission, c'est de rendre le monde du sport et de l'outdoor circulaire pour réconcilier l'homme et la nature. C'est la petite fin de la mission. Mais c'est vraiment ça qui nous touche. Et donc, et voilà. Merci. Comme on l'a abordé tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est quelque chose de fort chez VEPA depuis les années 80, donc c'est dans notre ADN. Chaque collaborateur qui intègre VEPA, que ce soit quelque part en Europe ou en France, a cette fibre écologique aussi, c'est dans nos valeurs, donc c'est important pour nous. Donc bien entendu, c'est au sein du comité de direction, c'est quelque chose qui nous porte. Chaque collaborateur derrière a cette sensibilité écologique. Et par rapport à ce que tu viens de dire, VEPA recrute également. N'hésitez pas à aller voir les offres d'emploi. Chez CVP aussi, ça attire les talents, effectivement, les vrais talents, des talents qui ont pas forcément on va dire les compétences techniques de notre métier, mais qui ont le savoir, on va dire le savoir-être et l'envie, le partage au moins de valeurs communes. Et je pense que c'est le plus important, c'est plus facile après de le distiller. On met beaucoup en avant au niveau de la RSE. Moi, j'aime bien. Alors, ça n'existe pas. J'ai appris ça il y a pas longtemps, mais on met beaucoup en avant la roue de la RSE. Parce que moi, la RSE, il faut que ça touche tout le monde en fait. On a la petite roue avec toutes nos parties prenantes et on doit avoir des actions sur tout ça, collaborateurs, fournisseurs, clients, et on essaie d'être acteurs là-dessus et que tout le monde puisse avoir son mot à dire. Mais c'est vrai que d'avoir une vraie démarche ancrée, nous on a eu quelques collaborateurs qui sont venus et qui ont été recrutés pour ça. Parce qu'on était différenciants. Ok. Et d'ailleurs, vous parlez des parties prenantes et je me demandais, est-ce que vous travaillez d'une certaine façon ou non avec vos concurrents sur certains aspects, ou au moins est-ce que vous êtes en communication parfois avec eux, ou c'est très cloisonné? Nous, pour l'instant, c'est encore un petit monde l'upcycling, donc c'est encore très bienveillant et c'est important. Donc, par exemple, à Noël, on aura probablement un petit pop-up store avec d'autres marques d'upcycling qu'on partagera. On connaît les autres marques, Billom, pour ne pas les citer, ou La Tête dans les nuages. On connaît les gens qui sont à la tête de ces entreprises-là. Ça permet justement de se dire, pour l'instant, tant que le marché n'est pas encore très gros, et même demain, chacun, toi tu fais des bâches de camions, pour l'instant, si jamais je touche à des bâches de camions, je te le dis, potentiellement on fait une collaboration ensemble, mais on ne se marche pas dessus. Et donc ça c'est génial, ça veut dire tes concurrents, c'est potentiellement des partenaires demain. Et c'est que comme ça, de toute façon, qu'on arrivera à remplir notre mission, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est un peu différent, j'imagine, dans d'autres industries. Nous, on va dire qu'on connaît les produits. Il suffit d'aller dans une grande surface pour faire un store check, pour étudier les différents produits. Mais au-delà de cela, non, on n'a pas de contact direct. Alors, je dirais que nous, je ne rejoins pas là-dessus. On connaît les produits. Nous, on a deux activités. En fait, on fait du développement et puis on fait de la distribution. On se connaît, mais on n'a pas de projet en commun. Pas avec nos concurrents, mais avec que nos partenaires. C'est vrai que nous, pour compléter, on se dit toujours que des concurrents, pour nous, si le gâteau il est tout petit au début, donc on a chacun potentiellement un tiers ou un quart du gâteau, mais il est tout petit,
Demain, le gâteau il grossit parce que grâce à tout le monde, le gâteau grossit et on n'a peut-être qu'un huitième, mais en même temps, la part est tellement plus grosse que celle du début que du coup, on a quand même une part qui est plus grosse. Et donc, c'est comme ça aussi que pour l'instant, on voit la concurrence comme une opportunité de faire grossir le marché, en fait. Ouais, je trouve ça hyper, en fait, je vais pas dire plus facile, mais plus ancré, plus immédiat dans des entreprises comme la tienne, la Virgule ou La Vie est belle, ou tout ça, parce qu'ils ont créé leur entreprise via ce principe-là. Alors que on peut dire qu'on est des vieilles entreprises, mais ça fait 35 ans, je sais pas combien de temps ça fait VEPA, mais voilà, il y a une cohabitation on va dire, de l'ancien monde et de l'entreprise et l'évolution de l'entreprise. Et nos concurrents évoluent aussi. Mais voilà, il y a pas, mais c'est pas fermé, mais c'est vrai que c'est pas réalisé. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions et de nous avoir partagé vos bonnes pratiques et de nous avoir expliqué un peu votre démarche d'éco-conception, d'économie circulaire. La dernière question du chat est pour moi. Comment vote-t-on pour les trophées de l'économie responsable ? Et c'est une très bonne question et j'allais y venir, car en effet, comme je vous ai dit, nous sommes en compagnie de deux candidats pour les trophées de l'économie responsable, que sont VEPA France et La Virgule. Et vous pouvez toujours aller voter sur YouTube, sur le YouTube de Réseau Alliance. Donc ils ont chacun leur petite vidéo, donc il y a plusieurs candidats. Hein. Là, on n'a qu'un petit échantillon, mais vous pouvez aller voter pour les deux en mettant un petit like. Et les lauréats seront annoncés ce soir, en fin d'après-midi à 17h30, pareil en digital, lors de la plénière d'ouverture du World Forum. Donc n'hésitez pas à suivre ça et on croise les doigts évidemment pour nos deux candidats. Merci. Voilà. Allez voter. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet atelier et on espère vous retrouver, comme je vous le disais, à la plénière d'ouverture du World Forum. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres ateliers qui sont tous aussi inspirants les uns que les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup.